De retour dans le sud pour la dernière manche de l'année, le circuit Paul Ricard accueille le championnat de France Superbike, l'occasion de faire une rétrospective de la saison 2024. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans FSBK 360. Et pour l'occasion, nous recevons Mike Di Miglio, pilote CBO Honda France, et Axel Morin, ancien pilote et désormais team manager à temps plein de CMS. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir catégorie par catégorie, on va aussi un petit peu revenir sur vos saisons, notamment avec toi, Mike, donc, tu pilotes en Superbike. C'était peut-être pas la saison espérée en début d'année. Malgré tout, tu as quand même 6 podiums, dont 2 victoires avant le Castellet. Qu'est-ce que tu retires de la saison 2024 ? Elle avait bien commencé. Le Mans, j'avais pas gagné, mais j'étais là. Après les 2 ans, j'avais une victoire, j'arrive à être à tête du championnat. Mais après, pas mal de galères, on va dire. Mais bon, il y a des saisons compliquées, que ce soit en endurance ou ici, avec la blessure à Nogaro et le fait que je puisse pas aller après derrière Aspa, ça n'a pas été facile. Mais bon, j'ai su rebondir. À Carole, j'étais là. Ici, je pense que la course de demain, ça s'annonce bien. Donc bon, il y a des saisons pas faciles. Il faut essayer d'en tirer les conclusions, qu'elles soient négatives ou positives, pour essayer d'être mieux pour le futur. Et toi, Axel, tu as commencé une nouvelle carrière, puisqu'il y a 1 an, tu nous annonçais que tu arrêtais de rouler et tu t'es occupé à temps plein de ton team, donc CMS, composé de 5 pilotes. Toi, quel est ton regard sur ta première saison en tant que team manager, dans ta nouvelle carrière ? C'est un peu particulier parce que je fais pas mal de bords de piste. Donc ça a été un peu dur au début. C'était un peu dur, surtout quand la catégorie Superbike elle sortait des stands. Maintenant, je me suis un petit peu habitué. L'année dernière, j'ai fait, on va dire, mon départ un petit peu en discrétion parce que je l'assumais mais pas encore avec moi-même, quoi. Et voilà, et par contre, je prends vraiment beaucoup de plaisir dans mon nouveau projet, on va dire, avec les jeunes dans mon équipe, en 300, en 600, avec Robin, avec Gabin. Et non, ouais, c'est sympa, c'est autre chose, c'est une autre vision, on est de l'autre côté de la barrière. Et voilà, c'est épanouissant. Donc tu as pu voir plein d'autres pilotes s'illustrer cette saison et justement on va en parler, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et on va commencer avec le 600 et ce qu'on retient c'est quand même la bataille entre Enzo de la Vega et Corentin Perolari. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette bataille tout au long de la saison en 600 ? C'est une très belle bagarre. Corentin, je pense que ça faisait un moment qu'on ne voyait pas une Honda devant, donc je pense que pour Honda c'était top pour l'équipe. Il a montré que qu'on ait une Yamaha, une Honda ou une autre marque, on arrive à être devant. Donc non, ils se sont bien bagarrés tous les deux. Je pense que Corentin, avec l'expérience des mondiales, était légèrement au-dessus. Mais franchement, on s'est régalé à les regarder. Axel aussi, tu t'es régalé à les regarder ? Ouais, vraiment. Je fais du port de piste, comme je vous disais. Donc c'est vraiment une grosse comparaison pour les jeunes qui sont sur le Super Sport 600, comme Poncet ou Cazard ou d'autres pilotes, parce qu'ils peuvent s'inspirer vraiment de ce qui se fait de meilleur, de mieux. C'est des pilotes qui ont participé à la wildcard à Magny-Cours et qui n'ont pas été du tout ridicules, qui ont été présents. C'est sûr que le pari il était osé pour Corentin avec la Honda et il a prouvé que la moto elle était compétitive, il s'est battu et il est vraiment très vite avec cette moto. Et je pense que ça a attiré en fait tout le plateau vers le haut pour Enzo d'une part qui a dû vraiment aller chercher dans les derniers retranchements et puis pour les autres pilotes ça donne comme je disais vraiment un bon exemple, quoi. Donc c'est top. Justement, en parlant de Corentin, toi tu l'as avec toi dans le box puisque vous êtes coéquipiers, donc pas des mêmes catégories. En le voyant travailler, qu'est-ce qui fait selon toi sa force ? Il est jeune, il est sanguin. Des fois j'essaie de le calmer un peu parce que des fois il était frustré. Parce qu'il a, surtout quand il se bat avec Enzo qui a des Pirelli, des fois avec les SQ en qualif. À Michelin on n'a pas ça, donc les chronos qu'il fait en qualif il va les refaire en course. Mais bon après voilà, il a l'expérience donc il est rapide et c'était cool de l'avoir, ça a été sympa, on a passé une super saison, on s'est régalé. Et d'avoir ce programme en plus avec nous dans le box, ça met un peu de piment. Au début de l'année j'essaie d'aller un peu en bord de piste si je peux lui donner 2-3 conseils, c'est toujours je pense bon à prendre. Et pour la dernière fois cette saison, on a pu les voir se battre sur le circuit du Castellet. Je vous propose de regarder les résultats.
Bien que le titre décidé, les deux pilotes aux avant-postes des courses au Paul Ricard étaient toujours Enzo de la Vega et Corentin Perolari. Le numéro 6 confirme son statut de leader en Supersport avec Honda en ajoutant 2 victoires de plus à son palmarès. Enzo de la Vega monte puis sur la deuxième marche du podium le matin et conclut sa saison sur une chute l'après-midi. Mathieu Gregorio en lice pour le titre en nouvelle génération est assuré d'être sacré avant les courses suite à l'absence d'Antiga. Le pilote TWR fait 5e et 4e au Castellet. Sur une bonne dynamique depuis Poirnos, Diego Poncet passe le damier 4e et 5e ce week-end. David Muscat se hisse dans le top 3 général de la deuxième manche. Et enfin, 3e puis 2e au scratch, Hugo de Cancellis se rapproche des hommes de tête et remporte les 2 courses des nouvelles générations, ses premières victoires dans la catégorie avec la Ducati. Parlons un peu des sidecars avec Ted et Vincent Peugeot, donc, qui sont titrés déjà champions. Ils ont été titrés à l'issue de l'étape de Carole. C'est un père et un fils, donc ils sont doubles champions de France. Toi, Axel, tu vis quelque chose de similaire, une histoire familiale aussi, parce que tu as ton team avec ton père, donc le team CMS. Est-ce que le fait de vivre de vivre une aventure sportive, peu importe que ce soit le side, que ce soit la moto ou un autre sport, ça renforce encore plus les liens, ce genre d'aventure? Complètement, ça renforce les liens. Quand on est plus jeune, c'est difficile parce que forcément, on se permet plus un peu de sanguin. Moi, j'étais très sanguin en tant que pilote. Mais par contre, depuis qu'on travaille ensemble sur CMS, avant même que j'arrête ma carrière, ça a toujours été dans le bon sens et constructif. Et ouais, il y a une saveur particulière parce que c'est un travail d'équipe et de famille. Donc c'est une satisfaction qu'on retrouve nulle part ailleurs en fait. Et bien justement, d'ailleurs, en parlant de Ted et Vincent qui ont été titrés, ils ont donc leur deuxième titre en championnat de France. Ils sont aussi en mondial. Est-ce que toi, le side, c'est quelque chose qui t'impressionne, par exemple, Mike, parce que... Franchement, c'est toujours sympa à voir, on les voit dériver de partout. C'est une autre discipline, mais je pense que c'est toujours complémentaire, ça fait un beau plateau et c'est toujours intéressant à voir. Vous avez déjà testé le side? On m'a proposé de monter derrière, mais j'ai dit non. Conduire, j'aurais bien voulu essayer, mais pas m'accrocher derrière parce que j'ai un peu peur. T'as déjà testé, Axel? Non, mais même raisonnement. Pourquoi? Plutôt en pilote. Alors que pour toi, c'est peut-être celui qui va avoir aussi pas mal de contrôle sur le side, sur le singe? Oui, il a peut-être du contrôle, mais il subit ce que fait le pilote. Je préfère anticiper. Et quand on fait le singe, on va dire derrière, on n'a pas l'habitude, donc on va être un peu surpris. Que si on pilote, même si on est à l'arrêt, on va dire, on sait ce qu'on fait, on va accélérer, freiner. Je peux aller demander après à Ted et Vincent si on peut faire un baptême pour vous deux? Non, c'est bon. Justement, donc on a parlé des champions de France 2024 dans la catégorie F600, mais tous les titres n'étaient pas encore décidés en arrivant au Castellet. Il restait celui en F2. Je vous propose de découvrir les champions. 5 points manquaient au couple Gillard et Écorchard pour être assurés du titre en F2 et leur 3e place le samedi suffit. Les 156 sont sacrés à l'issue de cette première course et le lendemain, les champions de France 2024 grimpent sur la deuxième marche du podium. Les 640 Bleuvarc et Rigaud sont 2e en manche 1, le side de Saint-Cry et Colombin le 996 est 3e le dimanche. Le père et le fils Peugeot qui avaient changé de catégorie pour la dernière étape au Castellet remportent les 2 victoires. Du côté des F600, les 29 Vinet et Marsal sont 3e à l'arrivée le samedi, c'est Fretet et Fanon Cazaz le dimanche. À la 2e place, nous retrouvons Vitoz et Pierrat en course 1 qui l'emportent le lendemain. Les vainqueurs de cette première manche, c'est le duo Vinet avec leur Yamaha. Perilla et Cochan sont eux 2e de la dernière course de la saison. Passons aux Moto 4, Moto 5, donc c'est les plus jeunes. Ils sont arrivés, la catégorie est arrivée il y a 2 ans. Quel regard vous portez sur l'arrivée de cette catégorie? Est-ce que c'est une bonne voie pour déjà trouver des jeunes champions, des petites pépites pour vous? Oui, je pense que c'est une bonne voie pour pouvoir lancer et puis faire démarrer des jeunes dans la compétition sur le haut niveau en France. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qui va sortir un petit peu du lot et puis ensuite, éventuellement, le faire évoluer sur des catégories forcément comme le 300 Supersport, le 600 Supersport en fonction de ce qu'il veut faire par la suite. Et cette année, pour parler aussi un peu de l'OGP, cette année, il y a des pilotes de l'équipe de France, il y a une partie des pilotes qui sont en NSF 250 qui sont aussi en ETC. Mike, toi, avec ta carrière en mondial, tes débuts dans les championnats internationaux, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces jeunes pilotes qui, justement, débutent dans ces championnats? Progresser chaque jour, parce que souvent dans les championnats nationaux, quand ils gagnent, ils se croient déjà arrivés. On n'est jamais arrivé. Même quand on gagne un mondial, il faut toujours essayer d'être meilleur parce que les autres vont vouloir nous copier.
et ils vont nous rattraper. Donc il faut chaque jour se remettre en question, avancer. Ok, on a fait ça aujourd'hui, mais demain il faut être meilleur et voilà, toujours regarder plus haut, toujours s'intéresser à ce que font les autres, et toujours chercher des petits trucs pour être encore meilleur. C'est les catégories les plus dures à cet âge-là? Oui, parce que je pense qu'on se pose beaucoup de questions. On ne connaît pas encore sa limite, on ne connaît pas les limites de la moto. Après, des fois, certaines chutes, on se pose beaucoup de questions. On passe par des moments où on ne sait pas si on veut faire ça, parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé la moto, à 11 ans, je ne rêvais pas des Grands Prix, je faisais ça pour m'amuser. Et à 15 ans, j'étais un champion du monde. Et à 16 ans, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que j'aime vraiment ça? Et de là, j'ai dit, ok, oui, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et je me suis impliqué à fond. Donc, maintenant, on voit de plus en plus de parents qui sont là, qui poussent leurs enfants. Et j'en connais plein qui arrêtent très tôt parce qu'ils les ont dégoûtés. Donc je pense qu'il faut garder du plaisir parce qu'à la base, c'est une passion. Et une passion et beaucoup de travail. Tu confirmes, j'imagine, Axel? Ouais, complètement. Je pense que la remise en question, c'est super important. Et c'est vrai que les petites catégories, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de recul. Parfois, on se pose cette question de se dire qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Et il ne faut pas oublier le plaisir dans tout ça, il ne faut pas oublier la passion, comme il le dit. Et c'est vrai qu'il faut faire attention un petit peu à ne pas trop pousser les enfants si on sent que voilà, si ça bloque, ça peut bloquer. Et par contre, s'il y a un gamin qui est à fond dedans, il faut vraiment le suivre derrière, il faut le pousser, il faut s'investir comme lui il va le faire dans les prochaines années. En NSF 250, le titre n'était pas encore décidé. Regardons le vainqueur. En OGP by Motul, en NSF 250, les 3 pilotes à avoir trusté les avant-postes étaient les mêmes lors des 2 courses. Le 29, Randy Truchot, 3e, monte sur ses premiers podiums de la saison. Gabriel Piot, pilote BRS, passe les damiers le 2e et termine 3e au championnat. Le vainqueur des 2 manches n'est d'autre que le champion de France 2024, Rémi Sanrouane, qui avec 2 victoires supplémentaires s'assure le titre, et ce, dès le matin. Du côté des Prémoto 3, Enzo Dupuis, à la lutte pour monter sur les podiums, fait 3e le matin puis 2e l'après-midi. C'est Enzo Calini sur la 2e marche en course 1. Arthur Dallard, monté dans la catégorie pour la finale, finit 3e de la 2e manche. Matteo Berger gagne la première course de la journée, puis c'est Enzo Calini, vice-champion, qui l'emporte plus tard. Passons aux plus jeunes où en Moto 4, Esteban Nail fait 3e le samedi, c'est Milan Enjolras le dimanche, pourtant 2e la veille. Florian François loupe de peu la victoire de la 2e manche face à Léandre Martinez, uniquement présent au Castellet, qui remporte les 2 courses. En Moto 5, Nathan Henry est 3e des premières hostilités, c'est Marceau Margrin le lendemain. Maël De Smet est lui 2e de la manche 1, Teddy Bertolo passe le damier 2e de la course 2, et enfin Louis Leneveu termine la saison 2024 sur 2 victoires au Castellet. Passons désormais au Superbike. L'année dernière, il était considéré comme l'un des championnats les plus relevés d'Europe. Est-ce que pour vous, c'est toujours le cas? Est-ce que ça a passé encore un step cette saison 2024? C'est toujours compliqué de comparer notre championnat. Je pense que si on avait d'autres pilotes qui viendraient dans notre championnat, on pourrait voir ce qu'il fait. Mais je pense qu'on a un beau championnat. On est plusieurs à se battre à chaque fois pour la victoire. Quand on voit ce qu'on fait en mondial d'endurance, on est là. Donc non, je pense que le plateau est bien relevé. On voit les records qui s'améliorent d'année en année. Donc je pense qu'on a de quoi s'amuser. Quand on voit ici au Castellet qu'il y a quand même 5-6 pilotes qui vont être dans la même demi-seconde, c'est qu'il y a du niveau, c'est qu'il y a des équipes derrière, des pilotes comme Mike qui viennent du championnat du monde et qui sont là et qui se battent aux avant-postes. Et tout ça, ça a relevé le niveau, on va dire, les 3 dernières saisons. Dire si cette année il y a plus ou moins de niveau que l'année dernière, pour moi c'est compliqué, je ne suis pas sur la piste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai niveau parce qu'on voit que ces pilotes-là, quand on les amène sur le championnat du monde d'endurance qui a vraiment pris un gros step depuis, pareil, 2-3 ans, les pilotes du FSBK, ils sont loin d'être ridicules. Ils sont présents sur tous les podiums des catégories WC, Stock Sport, etc. Donc pour moi, oui, il y a un vrai niveau. Et ça continue d'évoluer parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui sont en train de prendre la même trajectoire. La transition est toute trouvée puisque je comptais parler des challengers, notamment avec Loïc Carbel qui est arrivé cette année, qui a remporté le titre. Il y a aussi Kylian Aibi qui est 2e du championnat avant le Castellet. Est-ce que c'est des noms que vous vous attendez à voir sur les premières feuilles des temps dans les années à venir? On voit qu'il se rapproche de plus en plus. Louis qui progresse bien au fur et à mesure de la saison. Kylian, de temps en temps, même à Pau, j'ai vu qu'il venait dans le top 4, top 5. Et c'est surprenant parce que après ils n'ont pas les mêmes pneus et tout, mais ils le font. Donc
c'est top, on voit des jeunes et puis un jour peut-être ils se battront avec nous devant. Donc moi je suis surpreneur d'avoir des nouveautés et je vais voir un jeune, mais il va peut-être faire quelque chose que j'ai pas pensé. Je me dis ok, c'est intéressant et on progresse comme ça. Axel, tu t'attends aussi à les voir truster les premières places, les pilotes dont on a parlé. C'est certain, de toute façon, je pense qu'il y a d'autres pilotes qui vont faire comme moi, qui vont reposer le cuir à un moment donné, et ces pilotes-là, ils vont prendre la relève. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut leur souhaiter ça, parce que sinon, le championnat, il va s'arrêter à un moment donné, et il faut que ça ne soit pas seulement nous, les pilotes ou les team managers qui voient le potentiel, il faut aussi que les marques voient le potentiel, les manufacturiers, les marques de moto, pour que ces pilotes-là, ils puissent avoir un vrai statut à un moment donné de pilote officiel, de pilote support, et qui soient capables d'arriver au niveau en étant armés en fait. Parce que pour le moment, si on prend l'exemple de IB, je ne suis pas sûr qu'il ait tout ce qu'il faut pour être aux avant-postes au niveau quota de pneus, etc. Et c'est ça qui est important aussi pour eux. Et en parlant des avant-postes, on va parler de la bataille pour le titre entre Kenny Forêt et Alan Tescher. Tu es le coéquipier d'Alan, donc tu l'as vu travailler tout au long de la saison. Comment ça s'est passé dans le box avec lui? Comment tu l'as vu évoluer au travers de cette saison 2024 où il a vraiment joué le titre pour la première fois cette saison en Superbike? Non, je pense qu'il a bien géré sa saison, il n'a pas fait d'erreur, il a marqué des gros points à chaque fois, donc on n'a rien à lui dire. Je pense qu'il faudrait juste qu'il arrive à aller chercher quand dans les derniers tours, il se retrouve face à Kenny et réussir à aller chercher la victoire. C'est pas facile, on sait que souvent Kenny il arrive à avoir ce petit truc en plus qui nous on est pendu, mais bon on verra au Castellet. Et il y a eu un petit jeu aussi d'équipe entre vous. L'année dernière c'était peut-être plus Alan qui avait ce statut-là. Toi tu l'as fait naturellement, je pense notamment à la course de Carole où c'était assez évident, on l'a vu en piste. Course 1, vu qu'il n'était pas troisième, c'était un petit peu compliqué de pouvoir l'aider. On m'avait demandé de l'aider en course 1, mais moi j'avais dit si je peux acheter la victoire, je cherche la victoire. Mais course 2, on m'avait dit c'est bon, ça ne sert plus à rien, le championnat c'est un peu compliqué, faites votre course. Mais moi j'avais dit on ne sait pas, il y a le bol d'or derrière, Kenny peut lui arriver quelque chose. S'il peut prendre 4-5 points, c'est toujours ça. Donc quand le dernier tour, je suis deuxième et lui est troisième, c'est pas 4 points qui vont me changer mon championnat. Donc j'ai préféré laisser passer. Ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Demain, Kenny il part, il casse le moteur, Alan il gagne. Voilà, les chances, il y a le plus de chances pour essayer de gagner le titre à la fin. En parlant de Kenny, quelle est votre vision sur ce pilote qui est toujours devant? Ça fait 3 saisons que c'est le pilote à battre. Moi, je vais juste dire, revenir un petit peu sur Mike, là, sur ce qu'il a fait à Carole. Parce que c'est quand même important de le souligner. Je pense que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à gagner des courses. On nous apprend à être très individuel dans notre comportement de pilote. Et voilà, l'équipe lui dit écoute, maintenant tu fais ce que tu veux sur la course 2. Lui, il prend quand même l'initiative de laisser passer Alan sur l'arrivée. Je pense que c'est beau quand même. Je pense qu'il faut quand même le souligner et respect pour ça, parce que je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui l'aurait fait. Je ne connais pas en fait. Donc déjà, ça c'est très beau. Après, pour revenir sur Kenny, moi j'ai une chose à dire, je pense que c'est un vrai sportif de haut niveau. Voilà. Moi, je le suis depuis des années parce que ça fait un moment que je roulais avec lui. Je l'ai battu une fois dans ma carrière. Voilà, il laisse rien au hasard. Il s'entraîne énormément. Quand je dis vrai sportif de haut niveau, c'est à côté de la moto en fait. Voilà, il s'entraîne. Il est carré dans tout ce qu'il fait. Et je pense que là-dessus, il y a une vraie différence. Après, c'est un pilote qui a toujours su faire les bons choix, je pense. C'est-à-dire les choix de choisir la moto, l'équipe, les pneus, etc. Et voilà, une saison, ça se gagne aussi dans l'hiver, en avant. Et je pense que là-dessus, il est aussi très fort. Tu t'es battu avec lui l'année dernière jusqu'à la fin, jusqu'au Castellet. Toi, son évolution encore cette année, comment tu l'aperçois? Après, le problème de nous l'année dernière et cette année, c'est que l'année dernière, on a vraiment des gros points forts avec les freinages. Et avec la 2024, on a complètement perdu ça. Et quand on se retrouve en bagarre avec lui, on est toujours, il manque un petit truc. L'année dernière, on va dire, la moto était beaucoup plus physique, mais j'avais des points forts. Et cette année, c'est ce qui nous manque un petit peu. Mais il a progressé. Son frère et José sont partout. Ils essaient d'observer tout ce qu'ils peuvent pour essayer de le faire progresser. Et il est fort parce qu'il arrive à progresser. Parce qu'entre dire et après réussir à le faire, c'est autre chose. Moi, je sais qu'ils ont toujours peur quand je suis avec lui à la fin pour les freinages parce qu'il sait que je vais y aller. Et maintenant, il freine bien. Donc, il a vraiment bien progressé. Non, c'est top parce que c'est de plus en plus dur. Ça nous pousse à nous surpasser et puis à jouer à la limite.
tu as parlé de son frère, la transition est toute trouvée puisque nous sommes allés lui demander comment il avait construit sa saison et on est aussi allé voir les proches d'Alan Tescher. Depuis 2022, Kenny Forêt est le pilote à battre. En arrivant au Castellet, il occupe la première place au championnat avec 7 victoires. Son frère jumeau, Freddy, porte un regard avisé sur la construction de son année. C'est une bonne saison jusqu'à là parce qu'il arrive avec 35 points d'avance et je crois que ça lui est jamais arrivé. Le gros step de cette année, c'est surtout aussi ses départs. Il part pas 3 secondes après les Honda et ça, j'estime que ça fait quand même beaucoup. Kenny, c'est comme le vin, il se bonifie avec l'âge, une phrase souvent répétée dans les paddocks, synonyme d'un travail continu depuis plusieurs années. Tu sais, on va rigoler, mais il a 40 piges. Quand tu as fait attention à ta condition physique pendant des années, que tu es très bon au niveau du sport, tu peux être encore très bon parce que tu as une expérience qui est énorme en fait. Et je pense qu'il n'a juste pas peur de se remettre en question à chaque fois. Si tu veux rester au top du niveau dans un sport, et en partie la moto, c'est qu'il faut que tu progresses chaque année, quoi. Donc définitivement, il progresse. Son entourage, composé de José Kuhn et Freddy, lui apporte aussi des clés pour toujours repousser sa limite. L'honnêteté est peut-être un peu mon expérience, mais il a tellement d'expérience que en fait, s'il veut être titré, il a juste à se faire confiance, quoi. Aujourd'hui, c'est Alan qui se bat contre Kenny, c'est qu'il a fait un step supplémentaire. Le pilote CBO Honda France s'est vite illustré comme le principal rival du numéro 1 cette saison. Aux yeux de son ingénieur et de sa compagne, Alan Tescher a également montré une nette progression. Avec Alan, l'an dernier, on était capable d'être très rapide sur un tour. Cette année, on a beaucoup essayé de travailler la constance. Donc c'est-à-dire qu'on travaille moins le chrono, mais par contre on arrive à garder le rythme beaucoup plus longtemps que l'an dernier. Je l'ai vu aborder la saison très sereinement, c'est-à-dire qu'il a fait une belle fin de saison l'an dernier. Il est arrivé fort, il était en confiance et ça s'est vu tout de suite en début de saison. Il s'est posé beaucoup moins de questions en fait, il a pris plus le championnat avec plaisir en fait. Et il y a une époque où on pouvait lui parler quand il mettait le casque, ce que tu lui avais dit, ça ressortait. Mais maintenant, tu vois, ce que tu lui dis, ça reste dans sa tête. Tu vois, quand tu lui dis fais attention, t'enflamme pas, reste sur tes roues. Il n'a pas fait d'erreur, mais voilà, parfois à vouloir préserver des points, peut-être qu'on manque parfois d'attaque pure. Il réfléchit trop, il va se poser trop de questions. Donc au bout d'un moment, tu dis arrête de te poser des questions, fais comme toi tu le sens et ça va aller et t'inquiète pas quoi. Mais battre Forêt n'est pas une mince affaire pour le numéro 5, distancé de plusieurs unités, bien que rien ne soit impossible. Je pense que Kenny, c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, qui est très malin, qui a une très bonne moto. Et aujourd'hui, c'est une valeur sûre et il est compliqué à battre. Je pense qu'il est stressé. Je pense qu'Alan l'est beaucoup moins parce qu'il a strictement rien à perdre, alors que Kenny a peut-être quelque chose. Mais à partir du moment où il se servira de son expérience et de ça, il faut rester serein. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne part pas du tout confiant, quoi. Il part comme si il y avait une course et il fallait marquer un maximum de points, quoi. À la veille du Castellet, co-recordman du nombre de titres en championnat de France Superbike, Grégory Leblanc et Jean-Marc Delétang attendent de savoir s'ils se feront battre. J'ai connu par le passé cette domination en gagnant 3 titres d'affilée. Donc je l'ai perdu après, donc personne n'est indétrônable. Lui, il aura le record de titres en Superbike, moi j'aurai le record de victoire aux 24 heures de Mans, il en faut un peu pour tout le monde. Tout au long de cette année, de ce que j'ai pu voir en direction de course, les chronos des uns, les bastons des autres et tout ça, c'est un beau championnat et je ne vais pas remettre mon cuir, il y a un temps pour tout. Les records sont faits pour être battus. Voilà. À l'issue de la première manche sur le circuit Paul Ricard, Kenny Forêt l'a fait. Deuxième en passant le damier, il devient le pilote le plus titré de la catégorie en France et conserve son numéro 1 une saison supplémentaire. Revenons sur les dernières courses de la saison des Superbikes où le champion challenger Loïc Arbel remporte les 2 manches dans sa catégorie. Le numéro 11, Jérémy Guarnoli, rentre dans le top 5 le matin puis fait 4e par la suite. Le pilote du Tati Team Péringer, Hugo Clerc, bien parti en première course, termine aux portes du podium. Après avoir chuté en manche 1, Mike Di Meglio franchit la ligne d'arrivée 5e l'après-midi. Martin Renaudin termine sa saison 2024 de la meilleure des manières avec 2 podiums. 3e le matin après avoir joué le rôle d'arbitre dans la bataille pour le titre, il termine 2e plus tard. 5e au cours de la course 1, Kenny Forêt est obligé de remonter ses adversaires jusqu'à la 2e place pour s'assurer le titre, puisque son rival Alan Tescher, 3e l'après-midi, file vers la victoire dès le début de la première manche. Le numéro 1 est titré à l'issue de cette course. Et enfin, pour clôturer l'année, Mathieu Ginès remporte sa première victoire de 2024 avec la Yamaha l'après-midi et termine 3e au championnat. Pour
pour terminer ce dernier FSBK 360, nous allons parler des Super Sport 300 où Dorian Jolin, c'était le grand favori quand il est arrivé au début de l'année. Il arrive avec 41 points d'avance là au Castellet, mais malheureusement, il s'est blessé pendant les essais, à qui on souhaite un très bon rétablissement. Et il a tiré par contre les autres vers le haut, et je pense notamment à l'un de tes pilotes, à Robin Sautreau, qu'on a vraiment vu progresser cette saison. Ouais, totalement. Et je pense que Dorian, lui, il a amené tout de suite la mise en action dans cette catégorie. C'est-à-dire que les jeunes, c'est toujours un petit peu en mode diesel, un petit peu long à se mettre en route. Et c'était le défaut de Robin, un de ses défauts majeurs. Et donc on s'est énormément servi de Dorian pour lui dire, voilà, il faut que tu fasses la mise en action comme lui, il faut que tu partes avec lui sur les débuts de course, sur les débuts de séance, même chose au niveau des chronos. Et en fait, il a tiré un petit peu tout le monde vers le haut, parce que pas seulement Robin, il y a Massy qui a suivi, il y a plein de pilotes, Kylian Rossignol, qui ont voulu combler un petit peu à chaque fois l'écart qu'il met, parce qu'il démarre très fort les week-ends en termes de chrono. On l'a vu encore là au Castellet, avant qu'il ait sa chute. Et tout de suite, derrière, ça se réveille. Donc heureusement qu'il était là cette année. Ça a permis d'avoir du spectacle, un beau championnat, et puis d'emmener les pilotes, les jeunes pilotes, sur du niveau. Je pense qu'ils n'auraient peut-être pas été cherchés tout seuls, en fait. Et comment, là, on gère la pression? Parce qu'on le sait, Robin, c'est quelqu'un qui est capable de gagner. Et là, il peut récupérer le titre avec malheureusement la blessure de Dorian. Comment on gère la pression un peu là ce week-end chez vous? Chez nous, on essaye de pas trop lui en parler. Bon, tout le monde le sait que maintenant, il peut jouer le titre. Maintenant, on a essayé de prendre les séances les unes après les autres pour que ça soit constructif, pour pas lui mettre une pression supplémentaire. C'est un petit peu un bonus en fait. Ça arrive un petit peu en mode tapis vert quand même. Faut pas se le cacher. Le pilote, il s'est blessé, c'est même pas de sa faute en plus. Donc voilà. Alors, qui a gagné le titre en Super Sport 300? La réponse tout de suite. Terminons avec les Super Sport 300 où sur la troisième marche du podium des deux courses, nous retrouvons le 51 Gaëtan Prunier. En manche 2, Arthur Massy, parti à la faute le matin, passe le drapeau à Damy 2e. C'est Robin Sautreau en course 1, avec 41 points d'écart en arrivant au Castellet sur Jolin, forfait suite à une chute le vendredi. Le pilote CMS n'avait pas d'autre choix que de terminer dans les premières places au Castellet. S'il le fait le matin, il chute dans le 6e tour l'après-midi. C'est donc Dorian Jolin qui est sacré champion de France Super Sport 300 2024. Bien qu'hors de la bataille dans la lutte pour le titre, Kylian Rossignol clôture parfaitement sa saison avec la pole position et 2 victoires à l'issue du week-end. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour parler de cette saison 2024, c'était un plaisir et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la saison 2024. Bravo à tous les champions et on se retrouve pour le FSBK en 2025 pour une toute nouvelle saison. À bientôt.